Bonjour à tout le monde et bienvenue au webinaire numéro 2 organisé par le CMTL, donc le Comité marocain des tests logiciels. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, je fais un petit mot sur le comité avant de démarrer. Donc, c'est une association qui, comme dans beaucoup de pays dans le monde, essaye de faire la promotion du test logiciel et notamment représente l'ISTQB que beaucoup doivent connaître. Et donc, voilà, supervise un petit peu tout ce qui tourne autour des certifications dans le domaine du test. Et puis aussi, essaye d'animer un peu la communauté des testeurs au Maroc. Voilà, donc j'ai le plaisir d'être notamment actuellement trésorier de l'association. Et on a avec nous Anas El-Bekali, le président, Anir qui nous aide. Je n'ai pas vu aussi, il doit y avoir d'autres membres présents. Voilà. Et donc, le CMTL vient de lancer depuis peu de temps cette animation de webinaire, donc mensuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'automatisation des tests. Alors, ça va être assez rapide. L'objectif, c'est normalement de faire ça en une vingtaine de minutes. Donc, on va aborder que quelques sujets. Et notamment, on va parler plutôt de stratégie, pas trop de technique, mais plutôt de stratégie, et essayer d'évoquer quelques bonnes pratiques ou quelques mauvaises pratiques qu'on peut rencontrer quand on veut mettre en place la stratégie des tests. Voilà. Alors, Agnès, si tu veux avancer la présentation. Donc voilà, le plan très simple et très rapide. On va rappeler de quoi on parle exactement quand on parle d'automatisation, bien sûr. Et puis déjà, les principaux facteurs qui font qu'on peut réussir ou échouer. Malheureusement, ça arrive que l'automatisation, ça ne fonctionne pas comme prévu. Voilà. On présentera quelques aspects quand même en termes d'architecture et d'organisation de l'automatisation très rapidement, et aussi quelques approches. Bon, ce sera un petit aperçu un peu plus technique, mais très rapide. C'est un peu pour vous donner des idées, des pistes pour préparer, par exemple, une future automatisation. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'automatisation? Premier slide. Anir, s'il te plaît. Voilà. Alors, si on parle d'automatisation, faut faire attention parce que souvent, on pense automatiser l'exécution des tests. Et bien sûr, c'est une part importante de l'automatisation des tests. Mais ce n'est pas que ça. Ou en tout cas, ça peut être beaucoup plus. Alors, en général, quand on fait du test, on part de ce qu'on appelle la base des tests, les spécifications, les exigences, les user stories. Bon, les testeurs connaissent ça en général. Et à partir de là, on va concevoir des tests, exécuter des tests, faire du reporting. Alors, potentiellement, on peut automatiser pratiquement toutes les étapes du test. Et ça veut dire qu'on peut, et là, peut-être déjà, je vais vous surprendre pour certains, mais on peut, par exemple, automatiser la conception des cas de test. Donc, on a des outils qui, à partir de spécifications bien formatées, peuvent déjà concevoir des cas de test, concevoir aussi ou créer, générer des données de test. Plus classique, préparer les environnements de test. Donc ça, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui vont configurer de manière automatique les environnements en fonction de ce dont on a besoin, notamment quand on veut tester dans plusieurs environnements différents en parallèle ou en même temps. Voilà. Donc déjà, tout ça, il y a de l'automatisation. Et la gestion des environnements et des données, ça, c'est obligatoire. Quel que soit notre niveau en termes d'automatisation, on aura besoin à un moment de gérer les bases de données, de gérer les données en entrée, en sortie de nos tests. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de l'automatisation.
Alors, il faut exécuter les tests, c'est évident. Et il faut aussi vérifier les résultats. J'en parle parce que ce n'est pas trivial, hein. Vérifier les résultats sur une page web, ce n'est pas trop compliqué. Vérifier, par exemple, la génération d'un fichier PDF, l'envoi d'un email, le paiement par carte bancaire dans une banque, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Donc, la partie vérification, c'est aussi un aspect important auquel il faut réfléchir quand on veut automatiser les tests. Et puis, très important aussi, il y a la partie reporting, évidemment. Donc, il faut générer des rapports qui soient bien construits, utiles, et qui permettent ensuite de prendre les bonnes décisions en fonction du résultat des tests, ou d'identifier facilement où il y a des problèmes, notamment quand on fait de l'automatisation. Un échec, ça vient soit de l'application qu'on est en train de tester, et ça peut venir aussi des scripts d'automatisation eux-mêmes. Donc, c'est encore un autre paramètre à prendre en compte. Voilà, donc, tout ça, ça doit être automatisé. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place toute une architecture. Et parfois, plusieurs outils pour pouvoir gérer ça. Alors, on peut passer à la suite. Donc, d'abord, quelques pistes sur les bonnes pratiques et puis peut-être les moins bonnes pratiques. Alors, d'abord, je commencerai par les mauvaises pratiques. L'automatisation des tests, ce n'est pas une baguette magique qui résout tous vos problèmes. Donc, si vous avez des problèmes pour tester à la main vos applications, l'automatisation, ça va juste accélérer l'exécution, mais ça ne va pas vous aider à mieux tester ou à savoir qu'est-ce qu'il faut tester. Donc, il faut des bonnes bases en termes d'organisation, de conception de tests. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une baguette magique. Autre élément, quand on automatise, c'est un peu on pousse le bouton, ça s'exécute. Si tout va bien, on a du vert à la fin. Mais alors attention, donc, certains doivent connaître le principe de l'illusion de l'absence d'erreur. Du coup, ça peut être très rassurant. On se dit tout va bien, c'est parfait, mais est-ce qu'on teste bien tout? Est-ce que nos tests sont bien déroulés? Ont bien vérifié correctement toutes les sorties? Et puis, est-ce qu'on n'est pas toujours en train de tester la même chose? Et puis, il y a des choses peut-être qu'on ne teste pas bien ou moins bien. Voilà. Ces questions-là, il faut continuer à se les poser quand on fait de l'automatisation. Ça peut être tentant de faire confiance à l'outil, se dire j'appuie sur un bouton, s'il me dit que c'est bon, c'est que c'est bon. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut regarder. Dans les points aussi de vigilance, faire attention à la maintenance. Donc, quand l'appli bouge, les tests doivent bouger et ça coûte assez cher de faire de la maintenance sur des tests automatisés. Donc, il faut mettre en place des bonnes pratiques pour que ça ne devienne pas ingérable, en fait. Voilà. Donc, il faut mettre en place une stratégie, c'est ce que je commençais à dire juste avant, et puis choisir les bons outils. Donc, du coup, alors c'est un petit peu la réponse à tout ça. On a des bonnes pratiques. Quand on veut faire de l'automatisation, il faut fixer des objectifs au départ, être bien clair sur ce qu'on veut faire, mettre en place une stratégie, réfléchir. La plupart du temps, les projets qui échouent, c'est parce qu'on a démarré l'automatisation tout de suite, très rapidement. Il y a des outils qui ont l'air faciles, ce n'est pas toujours compliqué au départ. Et on s'aperçoit qu'au bout de quelques temps, qu'en fait, on n'a peut-être pas fait les meilleurs choix et que du coup, il faut peut-être tout mettre à la poubelle. Et ça, parfois, c'est compliqué. Voilà, donc, il ne faut pas hésiter à évaluer les outils, réfléchir à notre architecture, mettre en place les bonnes pratiques et réfléchir sur tout ce qui va se passer après. Voilà. Quelques pistes rapides.
Donc, on peut passer à la suite. Alors, juste un focus. Alors là, peut-être, je ne sais pas si ça vous fait un peu peur. Là, on a des gros schémas un peu compliqués. C'est pour illustrer que justement, l'automatisation, ce n'est pas quelque chose de très simple. Et quand on prépare une architecture, on peut utiliser ce genre de canevas qui liste un petit peu ou qui représente tout ce qu'il faut mettre en place. Alors, vous avez des fonctions, on va dire, connexes autour de l'automatisation, gestion de configuration, gestion de projet, gestion des tests, etc. Et puis, pour l'automatisation, à l'intérieur, vous avez aussi plusieurs, alors on parle de couches, des layers. Vous avez justement, par exemple, la partie gestion des tests ou génération des tests. Alors, ça peut être manuel, c'est assez classique, ou ça peut être automatisé aussi. Après, vous avez une nouvelle couche. En général, on parle de la définition des tests. Donc, c'est comment ils vont être représentés, y compris en termes de données, en termes de scripts, etc. Donc, quelle va être la forme de nos scripts de test. Vous avez une couche d'exécution. Comment on va récupérer ces scripts et puis les exécuter. Alors, il faut gérer les ordres d'exécution, la gestion des environnements, le reporting, les différentes technologies qui vont être utilisées. Et puis, il y a une dernière couche. Alors, la couche adaptation, c'est ensuite pour faire passer à notre application les instructions, qu'est-ce qu'on veut exécuter et récupérer les résultats. Et donc, pour tout ça, il faut mettre en place les outils, la stratégie. Voilà. C'est comme ça qu'on peut mettre en place une stratégie d'automatisation qui a de bonnes chances de fonctionner, et notamment de fonctionner sur du long terme. C'est-à-dire, encore une fois, ça peut être facile d'automatiser quelques dizaines de tests très rapidement, mais si c'est mal fait, derrière, vous allez passer des semaines, des mois à corriger, stabiliser vos tests, voilà, faire des choses finalement qui vont rendre le projet beaucoup trop cher et beaucoup trop long. Voilà. Bon, je n'insiste pas plus sur cette architecture. Voilà. Bien sûr, si ça vous intéresse, après, il faut aller regarder en détail. Voilà. Et puis, alors on parle finalement d'une solution d'automatisation. Une fois qu'on a mis en place notre architecture, on a une solution. C'est un ensemble d'outils, de processus voilà, et de bonnes pratiques. Cette solution, c'est une solution logicielle à part entière. Et donc, on va la gérer comme on gère une application. Donc, on va faire une analyse. Ça, c'est ce qu'on fait quand on met en place l'architecture, une analyse de la solution. On fait la conception de la solution. On fait la réalisation, donc on développe. Peut-être qu'il y a des petits développements spécifiques à mettre en place les outils, faire de la configuration. On vérifie notre solution. Donc, avant même de commencer à automatiser sur un vrai projet, on va faire des vérifications. Donc, c'est des tests. Donc, on teste notre solution d'automatisation. Et puis, finalement, on peut la déployer sur un ou sur plusieurs projets. Et bien sûr, ça va continuer. Il va y avoir des évolutions et on reboucle en permanence comme n'importe quelle application, finalement. Voilà, donc ça, c'est important aussi d'imaginer que ça va être sur du long terme. Et après, mais il y a plein d'approches différentes. Alors, on ne va pas pouvoir lister toutes les approches possibles pour l'automatisation, mais donner quelques aperçus. Alors, il y a d'abord, ça aussi, probablement que certains gens connaissent, c'est ce concept de la pyramide des tests.
Donc, la pyramide, bon, elle peut être posée sur des bases solides ou elle peut être renversée. Alors, on parle aussi des fois du cornet de glace. Alors, le cornet de glace, c'est un peu le projet, on va dire, un peu traditionnel, hein, où alors, on fait un peu de test de composants. Alors, composants ici, c'est test unitaire, en fait, hein. On fait un peu de test de composants ou de test unitaire, parfois même pas du tout, hein. C'est quand même assez courant. On va peut-être faire un peu de test d'intégration quand même. Et puis, le maximum d'efforts va être mis sur les tests système, c'est-à-dire les tests vers la fin du projet sur l'application à peu près terminée, où on va essayer de faire des centaines, peut-être parfois des milliers de tests pour essayer de trouver les défauts. Mais les tests système, c'est assez long. C'est long à concevoir, c'est long à exécuter. C'est long évidemment quand c'est manuel. Même quand c'est automatisé, hein, ça prend quand même du temps. Ça peut prendre rapidement plusieurs heures pour automatiser un ensemble de tests. Voilà. Alors, on peut renverser la pyramide du coup et se dire peut-être ce serait mieux de mettre pas mal d'efforts sur les tests de composants, d'avoir une bonne couverture avec nos tests de composants. Les tests de composants, ils sont les tests unitaires, hein, ils sont naturellement automatisés déjà, c'est déjà bien. Et puis, ils sont très rapides à exécuter. On peut les exécuter souvent et déjà, ils proposent une grande couverture de tests. Donc, c'est peut-être une bonne solution. Alors, le problème, bien sûr, c'est qu'il faut que l'équipe de développement aussi joue le jeu et accepte ou participe à cet effort en termes de tests de composants. Alors, il faut faire des tests d'intégration, ça ne bouge pas. Et si on a fait beaucoup de tests dans ces phases initiales, le test système, ça devient plus léger. On va tester les principaux processus métiers, des cas passants, des cas non passants. Hein, on fait quand même un peu de tests, mais c'est plus léger. Et on va automatiser ces tests, mais on va automatiser un nombre raisonnable de tests. On ne va pas automatiser 5000 tests. Voilà, on va automatiser quelques centaines de tests sur déjà un gros projet. Ça, c'est raisonnable, c'est acceptable, c'est un investissement qu'on peut faire. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà réfléchir à ça aussi. C'est sûr que si vous avez très peu de tests de composants, il faudra faire un très gros effort en termes de test système. Mais ce n'est probablement pas la solution la plus rentable. Donc, il faut essayer de travailler avec tout le monde pour plutôt arriver à cette pyramide, donc une vraie pyramide. On va pouvoir se reposer sur des tests de composants qui ont une bonne couverture et voilà, qui permettent déjà de détecter un grand nombre de problèmes. Alors, sur les côtés, hein, vous voyez quelques noms, peut-être vous en connaissez un certain nombre. À droite, c'est plutôt pour les tests unitaires, à gauche, plutôt pour les tests intégration système. Bon, c'est juste quelques exemples, il en existe bien sûr beaucoup d'autres. Voilà. Alors, pour finir, ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit aperçu de quelques techniques. Alors, là, c'est un petit peu plus technique, mais on va voir juste un petit aperçu. Vous avez une première technique, alors c'est ce qu'on appelle du capture-rejeu en général. Alors ça, c'est très facile, hein. C'est très facile à mettre en œuvre. Vous avez des outils. Donc, Anir, tu peux nous montrer la première animation. Vous avez des outils qui permettent, alors qui s'installent, c'est des plugins hein, qui s'installent sur Chrome, sur Firefox, par exemple, ici, pour le Catalan Recorder. Vous appuyez sur Enregistrer. Il enregistre tout ce que vous faites en général sur un site web. Et puis ensuite, une fois que vous avez terminé, vous pouvez rejouer. Vous relancez le test et il s'exécute exactement comme vous l'avez enregistré. Alors, il faut rajouter quand même, bien sûr, des points de contrôle, des vérifications. Bon.
Ça marche bien, c'est facile à mettre en œuvre. Le problème, c'est que pour chaque test, ça va vous créer un script qui enregistre toutes vos actions de A à Z et que notamment, bien sûr, il y a des choses qui vont se répéter de test en test. Et donc, le jour où ça change, probablement, il va falloir retoucher la quasi-totalité de vos tests, voire réenregistrer les tests. Et là, ça commence à coûter très cher. Donc, ce n'est pas une solution vraiment viable sur du long terme. C'est bien pour automatiser rapidement quelques tests ou pour dégrossir un peu le travail. Mais voilà, pour un vrai projet d'automatisation, ce n'est pas suffisant. Bon. C'est la première technique de base. La technique suivante, alors là, c'est du scripting. Alors là, on voit du code. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être ici des compétences en développement logiciel. Donc, c'est le cas d'un outil bien connu qui s'appelle Selenium. Selenium vous fournit des fonctions. On en aperçoit quelques-unes ici, des find elements, des send keys, donc qui vont déclencher des opérations, des vérifications sur, alors dans le cas de Selenium, encore une fois, plutôt sur des sites web. Mais on va organiser tout ça d'une manière un peu intelligente, c'est-à-dire qu'on peut créer des fonctions, par exemple, pour se loguer, plutôt que de refaire dans chaque test toutes les instructions pour se connecter sur l'application, on va créer une fonction dans laquelle on met ces instructions, et puis dans chaque test, on va appeler la fonction login. Donc, on commence à structurer un petit peu nos scripts, et bien sûr, le jour où votre script de login doit évoluer, parce qu'il y a un changement sur l'application, là, vous avez juste à retoucher la fonction login et automatiquement, c'est appliqué sur tous les tests. Voilà. Alors, sur des projets de grande taille, c'est déjà beaucoup mieux, mais ça demande un petit peu de technique, évidemment. Bon, alors on peut voir la suite. Vous avez une autre technique encore qui s'appelle, alors on parle de tests dirigés par les données. Qu'est-ce qui se passe ici? On va créer des tests, alors des scripts de tests dans des langages différents, quelconques, peu importe. Par contre, plutôt que de, par exemple, si je reprends, alors ici vous avez un exemple avec une calculatrice, plutôt que de créer un premier test où je fais une addition, par exemple 12 plus 2 plus 2, puis un deuxième test où je fais une addition 2 plus moins 3, et puis etc., de créer plein de tests, je vais faire un seul test, un seul script de test, et à côté, je vais préparer plein de jeux de données. Donc, c'est ce qu'on voit ici dans la section Test Cases. Vous avez en fait des jeux de données. Et donc, c'est le même script qui va s'exécuter autant de fois que nécessaire pour tester tous les jeux de données. Alors, évidemment, on a les données d'entrée, c'est la partie expression. Et puis, on a aussi le résultat attendu, c'est dans la colonne expected. Donc là, c'est un exemple avec l'outil Robot Framework, qui est assez répandu maintenant, qui est un outil open source. Et donc là, on voit bien la séparation entre les scripts d'un côté. Donc, c'est des scripts normalement structurés, bien organisés. Et en plus, là, on sépare les données. En plus, ça permet bien sûr à n'importe qui d'aller regarder les données et de voir est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter un cas particulier supplémentaire. Il n'y a pas besoin d'être un expert en développement logiciel ou en automatisation pour travailler là-dessus. Voilà. On peut encore aller plus loin. Donc, c'est pour vous dire que voilà, aujourd'hui, on a quand même plein de techniques, plein de stratégies pour automatiser les tests. Il ne faut pas s'arrêter à du capture au jeu. Il faut aller voir un peu ce qui existe ailleurs. Et donc, il y a aussi une technique qui est dite dirigée par les mots-clés.
Alors, Robot Framework, encore, c'est un framework qui est conçu à la base pour travailler avec ces techniques de test ou d'automatisation. Et là qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va créer des fonctions, un certain nombre de fonctions, mais chaque fonction, en fait, est associée à un mot-clé. Donc ici, les mots-clés, c'est login should have failed ou login with invalid credential should fail. Voilà, ça, c'est des mots-clés. Et dans chaque mot-clé, bon, on explique ce qu'il faut faire. Mais du coup, après, on peut construire des scénarios de test simplement en mettant des mots-clés les uns derrière les autres. Par exemple, si vous regardez le mot-clé login should have failed, en fait, si on regarde dessous, il est composé d'autres mots-clés. On peut évidemment combiner les mots-clés. Hein. Location should be et puis title should be. Voilà. Donc, on va comme ça construire des scénarios de test uniquement. En tout cas, il y a des gens qui peuvent se contenter d'utiliser les mots-clés sans savoir comment ça fonctionne derrière. Donc, on peut comme ça très rapidement construire plein de scénarios de test sans être encore une fois des experts de l'outil d'automatisation ou du développement logiciel. Et en plus, la maintenance, là aussi, va être très simple. Parce que s'il y a une évolution, en général, chaque mot-clé, c'est une fonction spécifique de l'application. Et donc, si cette fonction évolue, il suffit d'aller modifier le mot-clé correspondant. Voilà. La maintenance, plus on avance là dans les techniques de test, plus la maintenance, en général, va être simplifiée. Alors, il y a un bémol quand même. Plus on avance aussi, plus il y a de la technique et plus il y a de la préparation. Hein, quand même, ce n'est pas gratuit tout ça. Et puis, alors, il y a la dernière technique. Hein. Alors, c'est un peu différent. Le dernier élément, c'est justement tout ce qui est… On parle de tests basés sur les modèles. Ça, c'est plutôt pour la partie conception des tests. Hein. Donc, vous avez un outil comme Jest, par exemple, où vous pouvez modéliser le comportement de votre application. Donc, vous le voyez à droite. Voilà, ça peut être des diagrammes comme ça, hein, type un peu diagramme d'activité. On précise les règles à chaque fois qu'il y a un embranchement ou à chaque fois qu'il faut faire des choix avec des règles métiers. Et là, l'outil va être capable de vous proposer des scénarios de test. Donc, il va, par exemple, il peut alimenter votre HPLM, votre Squash, votre TestLink avec plein de scénarios de test. Ce n'est pas vous qui avez besoin de les rédiger, ils sont rédigés automatiquement. Et après, on peut combiner ça en plus avec des outils qui vont automatiser aussi l'exécution des tests. Donc, voilà. Tout ça est assez joli. Ça peut effectivement être extrêmement efficace. Encore une fois, il faut bien préparer tout ça et il faut avoir une stratégie. Et puis, souvent, évidemment, hein, s'appuyer sur des gens qui ont déjà un peu d'expérience dans le domaine, qui ont déjà rencontré les problèmes qu'on rencontre classiquement dans ce genre de projet. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans ce petit laps de temps. Évidemment, on pourrait passer des jours et des jours à parler d'automatisation des tests. Il y a beaucoup de littérature. Vous pouvez aller sur Internet pour vous documenter. Il y a des formations aussi qui existent, hein, beaucoup plus avancées sur tous ces sujets-là. Et puis, ben voilà, il y a peut-être des gens qui pratiquent déjà, mais pour les autres, ben, n'hésitez pas à poser vos questions. Et en parlant de questions, Anir, je pense que tu as peut-être dû noter Voilà, deux, trois choses. donc là, on a quelques questions. Je commence par la première de Anas Ali. Donc, comment on apprend à mettre en place une bonne architecture d'automatisation? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Je dirais qu'il y a essentiellement deux pistes.
La première, bah, c'est soit de se faire accompagner, soit de s'appuyer, si vous avez déjà dans votre équipe ou à côté de vous des gens qui ont déjà pratiqué et qui ont déjà fait un certain nombre de projets, ou de vous faire accompagner par des consultants externes, hein, le temps au moins de mettre en place les choses. Puis l'autre piste principale, bah, après, c'est des formations. Hein. Donc, il y a des formations, on parlait de l'ISTQB, par exemple, il y a une formation ingénieur en automatisation des tests au niveau de l'ISTQB qui, justement, est orientée surtout sur la stratégie de l'automatisation. Comment préparer et comment mettre en place l'automatisation des tests. C'est à compléter en général avec des formations sur les outils. Hein. Donc, quand vous aurez choisi votre outil, là aussi, bah, souvent, il faudra une petite formation ou une grosse formation éventuellement sur les outils que vous aurez choisis. Voilà. Très bien. Principal. Très bien. Donc, voici la question de Silmehdi Tmimi. À quel stade doit-on commencer à effectuer l'automatisation des tests? Alors, c'est une très bonne question. Il y a plein de choses à dire là-dessus. À première remarque, en fait, l'automatisation des tests, elle peut commencer dès les tests unitaires. En fait, elle devrait commencer dès les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est des tests et ils sont automatisés. Donc, l'automatisation des tests commence en même temps que les développements, idéalement. Mais je vais aller plus loin. En fait, l'automatisation des tests, le projet d'automatisation des tests, il devrait commencer avant même les développements, c'est-à-dire, alors, soit avant que le projet démarre, si vous avez besoin de temps pour mettre tout ça en place, soit en tout cas, il faut préparer les choses dès le début du projet, prendre connaissance des spécificités en termes d'architecture, discuter avec les développeurs parce que vous allez sûrement leur donner un certain nombre d'instructions pour faciliter l'automatisation des tests ensuite. Il y a beaucoup de choses qu'il faut anticiper, ce que j'avais mis dans un slide. Anticiper, c'est très important. Et donc, il faut commencer son projet d'automatisation le plus tôt possible, hein, dès le début du projet, commencer à travailler là-dessus, à préparer les choses. Il ne faut surtout pas attendre qu'on vous livre l'application pour commencer à réfléchir à l'automatisation. Très bien. Donc là, M. Kali, il pose une question. Quel est le ratio pratiqué d'estimation de charge pour l'automatisation de tests par rapport aux charges de dev et de test? Alors, il y a plusieurs questions peut-être là-dessous. En fait, il y a plusieurs ratios qu'on peut mettre en œuvre. Par exemple, si on parle des tests unitaires, encore une fois, j'insiste, c'est important. Voilà. Là, souvent, il y a des ratios qui sont mis en place. Alors, ça varie un peu, ça peut être du 30%, entre 25 et 40% de charge, peut-être en plus, pour mettre en place des tests unitaires qui ont une couverture vraiment significative, importante. Donc, ce n'est pas neutre, ça a un coût, c'est évident. Et il faut le prévoir à l'avance. Alors après, il y a aussi la partie automatisation des tests système, donc des tests plus ceux qui viennent ensuite, qui sont plutôt le domaine des testeurs traditionnels, on va dire. Alors là, le ratio, c'est souvent, on fait souvent un ratio entre automatiser le test ou continuer à l'exécuter manuellement. Et ça, c'est un ratio qui est très intéressant pour savoir est-ce que ça vaut la peine d'automatiser ou pas. Souvent, on ne va pas automatiser tous les tests. Donc, on va se poser la question, ce test-là, est-ce que ça vaut la peine de l'automatiser ou pas? Alors, par exemple, vous pouvez avoir des ratios. Alors là aussi, ça varie beaucoup suivant les technologies, suivant les équipes, etc. Mais vous pouvez avoir un facteur de 7, 10, 12 entre exécuter le test à la main ou l'automatiser. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, mettons que vous avez un facteur 10, peut-être, voilà, dans votre contexte à vous, vous vous dites, si le test, je vais l'exécuter moins de 10 fois, il vaut mieux que je le garde en manuel. Ça me coûtera moins cher.
Par contre, si je vais l'exécuter plus que 10 fois, alors là, ça vaut la peine de l'automatiser. Alors, c'est des ratios qui ne sont pas simples à mettre en place. Il faut calculer la création du script, mais il faut aussi prendre en compte la maintenance qui sera inévitable sur le temps, sur la durée, donc sur des mois ou sur des années, pour avoir une estimation assez fiable de ces ratios. Voilà. Et après, il faut, donc, à partir de là, on va étudier quelle est la part des tests qu'on va automatiser ou pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Très bien, merci. Donc, il y a Madame Assia Ben Ramdan. Elle pose la question, peut-on citer quelques exemples de bonnes pratiques dans un projet d'automatisation? Alors, j'ai fait ça un petit peu au début. Alors, je ne sais pas si c'était tout clair ou suffisant, mais voilà, les bonnes pratiques, j'en ai cité aussi quelques-unes là en répondant aux questions, mais c'est bien sûr de préparer son automatisation bien à l'avance, c'est de réfléchir à la maintenance des tests, donc surtout éviter a priori tout ce qui est capture-rejeu, création de scripts linéaires, où on va multiplier des longs scripts, mais qui vont devenir facilement impossibles à maintenir. Réfléchir à la gestion des données, à la gestion des environnements. Donc ça doit être aussi automatisé. Quand on exécute une suite de tests, à la fin, il faut souvent nettoyer un petit peu, parce qu'on va vouloir la réexécuter plusieurs fois. Voilà, les exemples simples, si vous créez un utilisateur avec un test automatisé, la deuxième fois, bien sûr, ça ne marchera plus parce que l'utilisateur il est déjà dans la base de données. C'est tout bête comme exemple, mais il y a bien sûr des choses plus complexes que ça, mais c'est pour illustrer le fait qu'il faut, il faut réfléchir à tous ces aspects-là, y compris même au reporting des tests. Alors j'en profite, je pourrais en donner des listes très longues, mais le problème qui se pose souvent, c'est aussi d'identifier la raison d'un échec. Et il est courant, quand on exécute, je ne sais pas, une centaine de tests automatisés, d'avoir un pourcentage non négligeable de tests qui échouent. Je ne sais pas, peut-être 20%. Mais sur ces 20%, il y en a peut-être la moitié, c'est des vrais problèmes dans l'application, mais le reste, c'est juste les scripts d'automatisation qui n'ont pas bien fonctionné, qui n'ont pas bien vérifié au bon moment, qui ont raté quelque chose, etc. Donc ça aussi, il faut faire très attention à pouvoir rapidement identifier la nature d'un échec, parce que sinon, on va passer beaucoup de temps à la fin de chaque exécution pour passer en revue tous les tests qui échouent et se dire est-ce que c'est un vrai problème, est-ce que ce n'est pas un vrai problème, etc. Donc tout ça, c'est… Mais bon, la liste est très longue. Après, ça, c'est l'expérience, justement, et c'est les bonnes pratiques qu'il faut essayer de mettre en place. C'est aussi des bonnes pratiques liées au développement. Quand vous faites du scripting avec des langages Java ou autres, il faut appliquer les bonnes pratiques du développement logiciel, des commentaires, bien structurer son code, ne pas dupliquer des lignes de code. Voilà, tout ça, ça peut aussi faire des bonnes pratiques. Exactement, exactement. Donc, il y a Nada Suissi qui pose la question de comment choisir le bon outil d'automatisation pour une application web. Alors, ça aussi, c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup d'outils, plein d'outils qui se lancent un peu partout parce que c'est un sujet, bien sûr, qui est en plein développement. Bon, ça fait déjà un moment, bien sûr. Mais… Et donc, le choix, il n'est pas facile. Le choix, il n'est pas simple. Alors, il y a une technique toute bête qui consiste à essayer de mettre en place une grille d'évaluation. Moi, c'est ce que je fais. Concrètement, je viens de le faire là, pour un client dans le domaine bancaire. Donc, on prend une feuille Excel toute bête et puis on liste les critères pour notre environnement à nous. Donc, effectivement, est-ce que c'est que du web? Est-ce que c'est web et mobile? Est-ce que c'est le premier élément? Est-ce qu'on veut gérer des technologies spécifiques, plutôt Java, plutôt PHP, etc.
Est-ce que ça doit s'interfacer avec les outils déjà en place, avec un HPLM, avec un Squash, avec Jenkins? Alors, on essaye de multiplier les critères comme ça. Qui va automatiser? Est-ce que c'est des gens plutôt techniques, des gens plutôt métiers? Voilà. Et puis ensuite, on va aller voir ce qui existe sur le marché et on va essayer de noter nos outils, hein, et de voir lequel répond au mieux à l'ensemble de nos critères à nous. Voilà. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de baguette magique, encore une fois, hein. Je ne peux pas vous citer là maintenant l'outil idéal parce que ça dépend de votre contexte, et ça dépend de votre expérience, ça dépend de plein de choses. Mais il faut y aller de manière un peu méthodique. Et normalement, voilà, vous pourrez assez rapidement éliminer un certain nombre d'outils et puis vous concentrer sur les 2 ou 3 outils qui répondent le mieux à votre besoin. D'accord, très bien. Donc, il y a Timothée Lecoustre de Douai pose la question de doit-on réaliser une politique de test automatisée avant de faire une stratégie de test automatisée? Alors, politique de test, stratégie de test, alors je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ce que ça devrait être ou de ce que c'est. Ça n'a peut-être pas toujours le même sens suivant les entreprises, hein. Normalement, le politique de test, c'est censé expliquer pourquoi on fait du test, quel est notre métier, quels sont les enjeux. Ce n'est pas un document technique. Alors, on peut éventuellement évoquer dans ce document que dans notre politique, il est prévu d'essayer d'automatiser certains tests ou certains types de tests ou des choses comme ça, mais en général, on va très peu parler d'automatisation. C'est plutôt dans la stratégie de test, effectivement, où là, par contre, on va expliquer en détail comment on automatise, quels sont les tests qu'on veut automatiser, comment, par exemple, justement, on calcule la charge de travail pour automatiser les tests, la maintenance. Bref, on met en place une vraie stratégie d'automatisation. Donc, je dirais, au niveau politique de test, normalement, il n'y a pas grand-chose à mettre. Ça doit être concentré dans la stratégie de test et normalement, il y aura un document spécifique, hein, pour la stratégie d'automatisation. Ce serait préférable. Merci. Donc, il y a Thierry Gonzalez, excusez-moi si je ne prononce pas bien le nom, qui pose la question, parmi les techniques exprimées, record, test, keyword, modèle, quelles sont celles en devenir? La tendance aujourd'hui, bien sûr, c'est tout ce qui est keyword-driven test. Alors, le model-based testing, je le mettrai un tout petit peu à côté. D'abord, normalement, ce n'est pas vraiment pour automatiser l'exécution, hein, c'est pour automatiser, vous avez compris, la conception des tests. Donc, c'est un domaine finalement un peu à part entière et c'est un domaine qui est assez nouveau, alors qui est peut-être un petit peu moins mature que l'automatisation des tests au sens strict, mais par contre, alors qui est en plein développement, et donc l'outil que j'ai cité, Yest, par exemple, est un peu en pointe là-dessus, hein, et propose, enfin il y en a d'autres bien sûr, mais voilà, il propose des choses qu'il faut mettre en place à part entière. Il faudrait peut-être une stratégie spécifique pour cet aspect-là de model-based testing. Sur la partie automatisation plus classique, on va dire, alors effectivement, aujourd'hui, avec les outils qui sortent actuellement, en général, proposent presque nativement, de base, tout ce qui est data-driven et keyword-driven. Voilà, c'est assez recommandé plutôt d'aller dans ce sens-là, sauf pour des projets de très petite taille, ou peut-être c'est un petit investissement qui ne vaut pas vraiment la peine, ou on peut peut-être rester sur des techniques un peu plus simples, on va dire. Voilà. Mais oui, keyword driven, le keyword en général, ça inclut le data driven, hein, les deux sont souvent associés. Voilà. C'est les techniques à la mode aujourd'hui. Merci. Donc, il y a Mehdi Tmimi qui pose la question de comment peut-on éviter le syndrome d'illusion de l'automatisation?
complète des tests aux équipes testing? Comment? Bah, c'est pareil, hein. Ça, c'est compliqué parce que bah, parfois, il y a des gens qui ont une certaine idée de l'automatisation, un certain point de vue. En général, c'est souvent des gens bah, qui n'ont pas peut-être encore pratiqué, hein. En général, quand vous avez fait un premier projet d'automatisation, vous commencez à avoir les idées assez claires sur qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire ou pas raisonnable de faire. Il y a deux aspects, hein. Il y a d'abord le coût et la complexité d'automatiser tous les tests. Parfois, il y a une partie des tests où c'est très complexe, donc ça va coûter très cher et c'est d'autant moins rentable, hein, bien sûr. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, après, il y a l'aspect, est-ce que c'est des tests qu'on va exécuter souvent ou pas? Alors, bien sûr, on pense tout de suite aux tests de non-régression, qui sont généralement les tests qu'on va automatiser en priorité. Il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que l'application ou la partie de l'application qu'on teste va évoluer beaucoup? S'il y a un risque d'évoluer beaucoup, il faut peut-être attendre un petit peu avant d'automatiser. Voilà. Il y a plein de gestion de priorité, de planification sur l'automatisation des tests. Mais bon, après, c'est vrai qu'au début, hein, souvent, les gens qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, ils vont se lancer et ils auront comme ambition d'automatiser peut-être tout. Bon, au bout d'un moment, ils vont peut-être s'apercevoir que ce n'est pas aussi simple. Et que surtout, ça ne vaut pas la peine, en fait. Hein. Ce n'est pas rentable. Merci Jean-Baptiste. Tu as répondu à toutes les questions qui ont été posées. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. J'espère aussi. Écoute, merci Anir. Je crois qu'on a, voilà, on a un petit peu dépassé, bien sûr, comme toujours, mais ce n'est pas grave, c'était pour la bonne cause. Et puis, je crois qu'on peut déjà vous donner rendez-vous pour le 3e webinaire qui sera annoncé très prochainement. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, vous pouvez retrouver, bien sûr, la vidéo des webinaires sur notre chaîne YouTube, la chaîne du CMTL, du Comité marocain des tests logiciels. Voilà. Bonne fin de soirée à tout le monde et puis à bientôt.